Den LCD als eng UNESCO-Schoul an die Thematiken vum Development durable, vun enger Education, die inklusiv ist, die equitabel ist, die qualitativ heichwertig ist. Das sind natürlich Thematiken, die auch uns als LCD Herz liegen, die wichtig, die wir als wichtig empfangen. Und wir organisieren auch als Schule all Jahr eine ganze Reihe Aktivitäten an dem Domain, an dem Bereich. Ich fand den ganz flotten Zufall, dass gerade heute den Challenge for a Better World aufhängt, auf einem Tag, wo über also Hunderttausenden junge Leute auf über 1000 Plätzen rund um die Welt auf die Straße sind und sich angesetzt haben, gestreikt haben und sich eben für a Better World ansetzen. Ich denke, das ist flott, das passt zusammen, das hat Fondation Vollero bestimmt genauso vorausgesehen. Ne? Voilà, das war natürlich effektiv ein Zufall, weil den Evenement hat ja auch geregelt gehen und sind auch ganz froh, dass wir so Sachen können machen. Also auch das weiß, dass es aber Gott sei Dank an eine richtige Richtung geht. Ich hoffe noch, dass noch viel Success wird tun, dass auch morgen ein ganz Reihe Leute kommen und dass es vielleicht der Start ist, das ist die erste Edition, ne? Dass es der Start ist für, wie gesagt, eine ganze Reihe Challenges for a Better World. Ich bin auch gespannt, ob die Table Ronde von den Abend am Freitag mich als Konferenzien hier nutzen und gehen dann noch direkt heute weiter und den Jean-Philippe. Merci beaucoup. Merci Monsieur Kremer, merci de nous recevoir ici au lycée. Merci à la Fondation Vollero d'avoir initié et organisé cet événement. En 2019, les principes d'Abidjan énonçaient que le droit à l'éducation a pour finalité d'offrir à tous des environnements d'apprentissage qui sont sûrs, non violents, efficaces et inclusifs. C'est ce dont on aimerait vous parler avec les invités de la table ronde de ce soir. Le monde change. Comment démanteler les barrières psychologiques, sociales, politiques qui font obstacle à une évolution nécessaire de nos systèmes éducatifs. Et c'est ce dont on est venu vous parler ce soir. Alors je vous présenterai chacun des intervenants de la table ronde. Pour animer la table ronde, Fari Kabirpour est là pour nous. Hein. Bonsoir Fari, merci. Fari est psychologue et psychothérapeute. Il a un long parcours au niveau de l'éducation nationale, et au niveau de la relation à l'enfant, hein, directeur de SOS Village d'enfants, directeur du centre de détention de Luxembourg, membre du collège médical, et il pratique la psychothérapie en famille avec les enfants, etc. Et donc Fari va nous partager un message important, hein, je pense, de Monsieur Hasselborn, qui est intéressé par ce qu'on dit et partage ici ensemble ce soir. Ensuite, chacun des intervenants aura une dizaine de minutes pour vous parler du sujet, de la manière dont chacun d'entre eux aborde, selon lui, la thématique de ce soir, l'éducation holistique, consciente et vivante qu'on cherche à proposer à nos enfants. Et juste après que Fari ait pris la parole maintenant, quelques minutes, pour présenter la thématique, eh bien, je reviendrai pour vous faire une présentation des orateurs. J'ai un message que j'aimerais tout d'abord partager avec vous, un message que je viens de recevoir du ministre, comme Jean-Philippe vient de dire, du ministre Jean Hasselborn, qui est, comme vous le savez tous, qui s'engage beaucoup, qui est quelqu'un qui s'engage beaucoup pour les droits de l'homme, donc un peu partout dans le monde, il est connu pour son engagement. Parfois aussi, il provoque par son engagement aussi certaines oppositions. Mais c'est un homme il ne se laisse pas décourager et il continue où il est partout dans le monde pour s'engager, surtout pour les droits de l'homme et pour la démocratie. Alors, il m'a envoyé un message quand il a su que ce séminaire ou ce symposium a lieu et que le sujet était effectivement
éducation à une, disons, comment, holistique, consciente, vivante, ces trois termes l'ont beaucoup touché, et il a dit qu'il faut qu'il contribue à cette discussion, surtout comment intégrer les droits de l'homme, l'éducation aux droits de l'homme, l'éducation à la démocratie au sein des écoles. Et il m'a envoyé ce texte, je vais vous lire brièvement ce texte, et puis par après, il y a quelques points dans son discours qui seront sûrement aussi traités par après par vous à cette table ronde, et puis qui pourront être discutés après avec vous aussi, avec tout le monde. Donc, le sujet, c'est comment mieux promouvoir dans l'enseignement scolaire l'éducation des valeurs, des droits universels de l'homme et de la démocratie. C'est ça la question qu'il s'est posée lui-même. Et il a répondu en disant que longtemps, l'enseignement scolaire a mis l'accent sur certaines matières immuables. Les langues, les sciences, les mathématiques. Avec raison, ces matières forment encore aujourd'hui le socle des connaissances dont les jeunes ont besoin dans le monde du travail. Mais l'enseignement scolaire devrait aussi munir les jeunes des outils nécessaires pour s'épanouir en société. S'épanouir en société dans le respect de l'autre et de l'environnement. J'ajouterai à cela, heureusement il n'est pas là parce que j'ajoute certains points dans son texte, j'ajouterai à cela aussi le respect de soi. Parce que le respect de l'autre commence avec le respect de soi. Et ça, c'est un point qui serait intéressant. Comment est-ce qu'on peut, et ça c'est une question que directement je pose aux intervenants ici à la table, comment est-ce qu'on peut éduquer une personne au respect? Donc il faut tout un travail sur l'image que chacun ou chaque enfant ou chaque jeune a d'abord sur lui-même. C'est une image positive ou négative. Je peux respecter quelque chose si j'ai une relation positive avec cette chose. Alors, premier point, le respect. Et il continue, cela est d'autant plus nécessaire que dans nos sociétés, les jeunes sont confrontés à la complexité d'un monde offrant certes de formidables opportunités, mais foisonnant aussi de dangers en tout genre. À travers les réseaux sociaux, les jeunes sont de plus en plus exposés au discours de haine, à l'endoctrinement, à la désinformation. Ils arrivent soit démunis d'arguments, parfois cherchant des réponses à leurs interrogations légitimes. Ils sont prêts à suivre des mauvais maîtres offrant des solutions simplistes à des problèmes compliqués. C'est là que l'enseignement scolaire a le devoir, dit-il, de promouvoir l'éducation aux valeurs des droits humains et de la démocratie. Nous avons la chance de vivre dans un environnement dans lequel ces droits sont clairement formulés. Ils offrent une base éthique solide visant à permettre à une pluralité de croyances de coexister. Leur pleine mise en œuvre permet de bâtir des sociétés favorisant la création et l'innovation, l'adaptabilité et la diversité. Mais le respect des droits humains ne va pas de soi.
cet environnement propice doit être maintenu et protégé. Et le meilleur moyen pour y parvenir est d'éduquer les jeunes citoyens. C'est l'éducation. C'est clair que tout n'est pas à inventer dans ce domaine. Depuis longtemps, les Nations Unies ont mis sur pied des programmes relatifs à l'éducation et à l'information dans le domaine des droits de l'homme. Ainsi, le Conseil des droits de l'homme, où il écrit encore, où nous espérons bientôt voir le Luxembourg siéger, a décidé de faire de la jeunesse le groupe cible de la 4e phase du programme mondial d'éducation dans le domaine des droits de l'homme, en mettant l'accent sur l'éducation et la formation axée sur l'égalité, les droits de l'homme et la non-discrimination, ainsi que sur l'intégration et le respect de la diversité. L'UNESCO promeut l'éducation à la citoyenneté mondiale. C'est un terme intéressant à laquelle on va revenir aussi probablement dans la discussion. À la citoyenneté mondiale à travers le monde grâce à son réseau d'instituts. À travers ce programme, l'UNESCO vise à apprendre aux jeunes les valeurs, attitudes et comportements qui sont à la base d'une citoyenneté mondiale responsable. Créativité, innovation et engagement en faveur de la paix. Donc l'éducation à la paix, les droits de l'homme et du développement durable. Le Luxembourg, membre des Nations Unies et de l'Union européenne, a adhéré à de très nombreux instruments de protection des droits de l'homme. C'est son rôle en tant qu'État démocratique et en tant qu'État de droit. Il revient à l'éducation scolaire de faire en sorte que les valeurs qui fondent les droits humains soient enseignées de façon adéquate. Il nous appartient d'agir en conséquence en apprenant à aiguiser notre esprit critique pour susciter les véritables débats d'idées respectueux et éclairés dont nos sociétés démocratiques, mais j'ajouterai à cela, dont toutes les sociétés ont tant besoin. Alors Farid, merci. Je ne l'ai pas mentionné, mais tu as été directeur du Centre de psychologie et d'orientation scolaire. Merci au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Merci d'être allé chercher cet avis auprès de Jean Hasselborn. J'ai noté intégration et diversité, j'ai noté citoyenneté mondiale, éducation ou apprentissage, on en parlera, je pense que peut-être Stéphane viendra un petit peu là-dessus. J'ai entendu parler de droits de l'homme sûrement, que Gilbert pourra nous en parler. J'ai entendu parler esprit critique et humanité. Donc ça, c'est tous les sujets c'est sûrement des sujets qui seront abordés par nos intervenants maintenant. C'est venu le temps de vous les présenter. Alors, dans un premier temps, de gauche à droite, Stéphane Dumange, Gilbert Pregno, Céline Wettmann, Mathis Godefroy et Tobias Feitgenauer. Et les interventions maintenant vont se faire de 10 minutes en 10 minutes, et si vous le voulez bien, je demanderai des présentations et je prendrai dans l'ordre alphabétique des différents intervenants. Je vais commencer par donc vous présenter Stéphane Dumange, qui est un ancien infirmier dont le travail a été reconnu au niveau de recherche sur les douleurs chroniques en 1998. Il est devenu professeur à l'Éducation nationale en 1999 et en 2017, il co-crée l'École internationale de Mondorf-les-Bains et il en devient co-directeur depuis 2018.
Il se qualifie d'humaniste holiste et il s'intéresse aux nouvelles pratiques d'apprentissage depuis plus de 14 ans maintenant. Et Stéphane prône un changement de paradigme, ce passage de l'enseignement à l'apprentissage pour la formation des enfants. Ensuite, Stéphane, peut-être que tu veux prendre la parole maintenant, une dizaine de minutes, et puis je continuerai de présenter chacun d'entre vous tout au long des sujets. Je serai particulièrement attentif aux 10 minutes, donc un petit peu avant, pour laisser une chance au débat et à la rencontre ensuite. Donc au bout de 8 minutes, je vous ferai un petit signe, et puis au bout de 10 minutes, je vous inviterai à conclure en quelques phrases. Je vous ferai un petit signe, et je serai particulièrement saillant de ce côté-là, si vous voulez bien, pour que chacun ait sa chance et qu'on respecte le programme, le timing dans la discussion et qu'on ait le maximum de temps aussi pour partager ensemble ensuite. Stéphane ? Bonsoir. J'espère que c'est pas trop fort maintenant quand je parle. C'est vrai que j'ai un long parcours, que ce soit dans la santé ou dans l'éducation. Et c'est pour ça qu'on m'a invité. Et pour vous parler peut-être d'une autre perspective, d'autres alternatives pour faire d'autres écoles, faire une autre façon de faire pour éduquer, pour apprendre aux enfants les principes de l'être humain. Tout simplement, l'objectif principal, c'est que les jeunes chez nous sortent avec un baccalauréat européen ou autre et soient capables de comprendre le monde, ce qui n'est pas toujours le cas partout. Et donc, nous, on vient, Camille Van Erich et moi, on a commencé la création de l'École internationale de Mondor-les-Vins. Camille a commencé au mois de mai, moi je l'ai rejoint au mois de septembre. Mais déjà au mois de juin, on était ensemble au bureau. Et ensuite, on a eu un an pour créer cette école. Avec bien évidemment l'urgence de la législation, de la période de législation qui prenait fin pour Monsieur Meich, et donc voilà, on a été un peu pressé. Ceci dit, on a quand même pu. En fait, on nous a laissé vraiment la liberté de pouvoir installer notre philosophie, ce qui est hyper important. Donc, nous, on a un fondement philosophique sur la bienveillance. Donc, on prône partout. Donc, tout transpire dans notre école vers la bienveillance. On a, comme moi je viens de l'éthique, c'est vrai que je dis que je suis un humaniste, mais tout à fait convaincu, et je ne changerai plus jamais, je pense. Pourquoi ? Parce que les valeurs humaines me tiennent très à cœur, comme Fary a dit tout à l'heure. Ce sont ces mêmes valeurs qui m'animent depuis toujours. Notre école est bâtie sur le principe de la bienveillance. Ensuite, on a voulu faire quelque chose pas de différent pour faire la différence, mais parce qu'on a remarqué que l'école actuelle n'était pas faite pour tout le monde, pour tous les enfants, pour tous les jeunes. Ce qui veut dire que il y a cette constante macabre, comme Antibi parle, c'est 30% ou 33% de jeunes qui réussiront ou qui réussissent de toute façon, et le reste ne réussit pas tout de suite, ou bien il y a des décrocheurs et tout ça. Chez nous, au Grand-Duché, on a le problème... on a une grande richesse venant des langues, mais d'un autre côté, au niveau des écoles primaires, au niveau de l'orientation, donc du primaire vers le secondaire, si les enfants ont une faiblesse dans une des langues, donc français ou allemand,
ils sont souvent, je ne dis pas toujours, mais souvent orientés vers les écoles techniques, donc le général actuel. Ce qui est très dommage parce que ça catégorise tout de suite les enfants depuis le début. Nous, on a créé cette école avec ce cachet, avec cette agrégation, cet agrément européen, parce qu'on nous l'a demandé de le faire, pour pouvoir créer cette différence. Donc, en primaire, nous avons 2 sections linguistiques, c'est l'anglais et le français. L'allemand n'est pas encore installé pour ne pas faire concurrence à l'école primaire de Mondorf. Il y a une grande école primaire là-bas. Et au secondaire, on a les 3 sections linguistiques, donc français, anglais et allemand. On remarque déjà nos jeunes, vu qu'ils peuvent choisir leur section linguistique, ils peuvent se développer bien plus à l'aise. Ils sont plus à l'aise pour apprendre, que ce soit maintenant les mathématiques ou quoi. Donc, de S1 à S3, ils restent dans leur section linguistique. Ensuite, à partir de la S4, il y a certains cours qui sont donnés dans une langue 2 au choix des élèves et des familles. Ensuite, nous, comme nous avons installé cette école sur le principe de la participativité, donc nous participons avec plein de partenaires, que ce soit scolaire ou non, on s'ouvre sur le monde complètement, on s'ouvre sur la commune, on s'ouvre sur le pays, mais sur le monde extérieur aussi. Et donc, nos principes pédagogiques vont de la différenciation la différenciation, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est. En 2 mots, en fait, on fait une évaluation diagnostique, que ce soit au primaire ou au secondaire. Donc on évalue les possibilités et les compétences des jeunes et des enfants. À partir de là, on les laisse parcourir leurs études à leur rythme. Et donc, chez nous, les enfants, comme les jeunes, peuvent travailler à leur rythme. Nous avons installé un système d'autonomie, donc ce que nous, on appelle chez nous Mondorf Autonomie Plan. On a intégré certaines composantes du Dalton Plan. Donc au secondaire déjà, en S1, ils commencent à travailler sur des missions, sur des tâches. Et chez nous, il y a un temps d'input. Donc nos professeurs ne donnent pas cours. Ils ne donnent qu'un input de 15 à 20 minutes maximum. Et le reste, ce sont les jeunes qui travaillent. Et donc, les jeunes sont répartis en ateliers. Chez nous, ils ne quittent plus leur atelier, leur classe. Ce sont les enseignants qui s'appellent chez nous les facilitateurs, qui changent, qui vont chez les jeunes. Ce ne sont plus les jeunes qui vont de classe en classe chez les professeurs. Jean-Philippe a parlé de quelque chose qui me tient hyper à cœur, c'est on a vraiment un changement paradigmatique que j'aime soulever, c'est que pour pouvoir changer, pour aller vers une école plus holistique, plus réaliste, plus créative, il faut quitter ce paradigme de l'enseignement qui prône le professeur tout-puissant, qui distribue, qui, je vais le dire d'une manière très, très brutale, qui vomit ses connaissances, ses savoirs. Et les étudiants doivent remanger la même chose. Et si le prof est très bon, il peut reproduire 70% de son savoir qu'il a appris. Et donc, qu'est-ce qui reste pour les jeunes, pour les enfants? Et donc, l'enseignant tout-puissant chez nous, ça n'existe pas. Et donc, c'est moi qui m'occupe du recrutement des enseignants chez nous, des facilitateurs, et
je les préviens, bien sûr, au niveau du recrutement, chez nous, ça se passe différemment. Donc il faut avoir aussi le courage de pouvoir changer et de pouvoir quitter son armure. Parce que moi je parle d'armure du professeur, où tout rebondit sur lui. C'est un peu un film de KPDP. Et les pauvres enfants doivent se débattre avec ça. Les connaissances, donc le transfert de savoir ne se fait plus. Et je n'y crois pas du tout. Je n'y crois plus du tout. Le transfert de savoir ne se fait plus. En fait, ce sont les jeunes. On a assez de moyens actuellement pour que les jeunes aillent chercher leur savoir. Et donc nous, on est plutôt sur la voie où l'input du professeur de sa matière se fait pendant 15 minutes et les jeunes vont chercher leur savoir, vont produire leur savoir eux-mêmes. Donc chez nous, les élèves, donc nous on appelle ça les apprenants, ce ne sont plus des élèves, ce sont des apprenants, qui vont chercher et produire leur savoir. Donc chez nous, il n'y a pas de consommation. Pas comme dans le paradigme de l'enseignement où les pauvres vont consommer et sont obligés de consommer. Chez nous, eh bien, ils ont le droit de produire et de produire de très très belles choses. Et ça amène et ça promouvoit vraiment la créativité des jeunes et des enfants. Ça va au niveau du ça va. Hein. Au niveau du primaire, au niveau de la P3, on commence déjà à faire des missions. Donc les enfants commencent à travailler en autonomie également. On fait des temps Dalton, mais maintenant on appelle ça des temps MAP, donc des temps d'autonomie. Et donc, chez nous, il y a des enfants qui ont le droit de marcher dans leur classe, de produire, de se mettre comme ils veulent dans la classe. À 10h, quand ils ont faim, ils peuvent manger chez nous aussi. Donc dans les classes, nous, on ne voit aucun problème par rapport à ça. Et je vous assure qu'au primaire, c'est même pas le désordre. Donc les cris et tout ça, c'est tout à fait normal dehors, mais à l'intérieur, c'est studieux. Et bon, j'invite tout le monde à venir nous voir, nous visiter, pour ceux qui sont incrédules. Au niveau de la P4, ils reçoivent leur iPad. Chez nous, ce n'est pas une philosophie. Le iPad, donc une tablette numérique, c'est un simple support de travail. Et donc, on n'en fait pas une philosophie, on n'en fait pas un dogme, et on n'en fait surtout pas comme dans certains pays, vraiment, ça, c'est la philosophie d'éducation, c'est la tablette numérique. Ben non, c'est un bête support. Et ça, ils l'ont très bien compris. Nous, on est toujours étonnés, on est vraiment étonnés. On a une P4 actuelle en P3, donc en 3e primaire. Ils travaillent sur leur tablette d'une manière très créative. Ils n'ont pas de téléphone portable ou de smartphone. Par contre, sur la tablette, ils sont très créatifs. En P4, ils ont alors leur tablette numérique personnalisée et ça continue jusqu'au bac. Actuellement, on a une 4e primaire, donc P1, P2, P3, P4 et S1 jusqu'à S4. Et puis d'année en année, on monte et l'année prochaine, on aura fini le cycle primaire et dans 2 ans, le cycle secondaire, dans 3 ans, pardon. Notre prochain intervenant, c'est Tobias, dans l'ordre alphabétique, Tobias Feitgenauer, qui est chef de projet à Schule in Aufbruch, donc école en mouvement, et c'est le fondateur de l'ONG Ecosystem. Le leitmotiv de Tobias, c'est l'apprentissage par la vie. Ça, je trouve, c'est par l'expérience, rien de tel. Et à ce titre, eh bien, Tobias est chef de projet de Friday.org. C'est une journée libre hebdomadaire pour apprendre à changer le monde. Et dans son travail quotidien, il accompagne les écoles dans
l'introduction de ce concept d'apprentissage Friday et la construction d'un paysage qui est éducatif et actif autour de l'école. Tobias? Merci beaucoup. Ich werde auf Deutsch reden. Ich hoffe, das ist für Sie und euch in Ordnung. Wir haben ja glücklicherweise großartige Übersetzer. Vielen Dank. Das habe ich gerade schon mal sehr gut verstanden. Ich denke, das werdet ihr mit Französisch genauso machen. Ich möchte gerne mit einer kleinen Geschichte anfangen. Wenn ich auf meine Schulzeit zurückblicke, dann habe ich 12 Jahre lang ein System durchlaufen, in dem ich richtig gut funktioniert habe. 4 Jahre Grundschule, Abiturempfehlung, also gymnasiale Empfehlung, 8 Jahre Gymnasium, Abschluss, alles in der Regelzeit. Ich bin dann ins Studium gegangen und hatte nicht so wirklich einen Plan, was ich machen wollte. Ich habe ein FSJ gemacht, also ein freiwilliges soziales Jahr, ein Jahr, wo man sich für ein bestimmtes Thema einsetzen kann. Und bin dann in meinem Studium gelandet, habe Arabisch und Wirtschaft studiert. Und während meines Studiums hatte ich das erste Mal das Gefühl, dass irgendwas in der Bildung, die ich durchlaufen habe, nicht ganz stimmt. Denn durch Zufall bin ich direkt im ersten Semester einer Studentenorganisation beigetreten. ISEC heißt diese Organisation. Es ist eine internationale Studentenorganisation und die setzt sich mit der Vision Peace and Fulfillment of Humankind's Potential für die internationale Verständigung ein und vor allem auch für die Persönlichkeitsentwicklung von jungen Menschen. Und während meiner Zeit in dieser Organisation habe ich mich zum ersten Mal gefragt, wer bin ich? Was sind meine Werte? Was ist eigentlich mein Beitrag, den ich zu dieser Gesellschaft leisten möchte? Und wir sprechen heute über Inklusion. Und jetzt würde ich sagen, ich bin hatte ein privilegiertes Leben, ich bin gut durch dieses System durchgekommen und selbst ich habe mich diese Fragen in der Schule damals nicht gefragt. Um zu verstehen, was das Problem im deutschen Bildungssystem mit Werteorientierung, mit einen Beitrag zur Gesellschaft leisten ist, habe ich dann entschlossen, für 2 Jahre in einer Schule in einem sozioökonomisch schwachen Umfeld zu arbeiten, über eine Organisation namens Teach First. Teach First ist auch international tätig, aber auch in Deutschland gibt es viele Schulen, die eben in sogenannten Brennpunkten, wie sie gerne betitelt werden, stehen und wo viele Kinder und Jugendliche eben keine Eltern haben, die einen bildungsbürgerlichen Hintergrund haben, keine Unterstützung haben, die bei Hausaufgaben hilft oder wo zu Hause auch überhaupt darauf geachtet wird, dass das Kind lernt. Und an dieser Schule ist mir eine Sache aufgefallen. Es gibt unglaublich viele Lehrerinnen und Lehrer, die das Beste geben, jeden einzelnen Tag. Sie geben jeden Tag das Beste für ihre Kinder und Jugendlichen, die bei ihnen in der Klasse sitzen. Und trotzdem ist ganz viel von dem, was wir dort tun, Wissen in Kinder einzutrichtern. Weil am Ende steht die Frage, schaffst du deinen Abschluss oder schaffst du deinen Abschluss nicht? Und die Kinder und Jugendlichen fragen mich in meinem Unterricht, Herr Feitgenhauer, warum muss ich das lernen? Und ich denke mir, zu Recht, warum musst du das lernen? Wenn ich an deiner Stelle wäre, würde mich das auch nicht interessieren. Meine Antwort als Lehrer ist, du musst das lernen, weil es in deinem Abschluss relevant ist. Und ich glaube, das ist nicht nur eine Geschichte, die Kinder und Jugendliche in Deutschland betrifft, sondern das ist eine Geschichte, die wir auf der ganzen Welt in Bildungssystemen sehen. Dass es immer noch, obwohl wir wissen, dass es eigentlich besser geht, darum geht, Kinder und Jugendliche mit Wissen vollzutrichtern, damit sie am Ende einen Abschluss machen. Nach meinen 2 Jahren bei Teach First hatte ich dann das große Glück, auch eine Organisation kennenzulernen, die genau das in Frage stellt. Schule im Aufbruch. Schule im Aufbruch ist keine eigene Schule, auch wenn der Name so klingen mag.
Schule im Aufbruch sind viele, nämlich es sind viele Schulen, die sich vernetzen und sagen, wir wollen die Art und Weise, wie Kinder und Jugendliche in Deutschland und auch international lernen, verändern. Wir hinterfragen das Paradigma, das uns so jahrzehntelang getragen hat und die Haltung, die wir als Lehrerinnen und Lehrer tagtäglich in unserer Rolle zeigen und etablieren neue Formate, die uns herausbringen aus diesem Hamsterrad, das sich immer schneller dreht und wo es darum geht, Leistung zu bringen, wo es darum geht, gute Noten zu bringen und nicht darum geht, wer bin ich eigentlich, welchen Beitrag leiste ich zur Gesellschaft, was ist mir wichtig. Und ich glaube, in deiner Rede war gerade auch ging es auch darum, um Respekt vor sich selbst. Und Respekt vor sich selbst lernt man nicht, wenn man als Kind schon von der ersten Klasse gezeigt bekommt, was man eigentlich alles nicht kann. Und was Kinder brauchen, ist, dass sie die Erfahrung machen, das, was ich tue und den Beitrag, den ich leiste und den ich auch leisten kann, mit all den Fähigkeiten, die ich mitbringe oder vielleicht auch noch nicht mitbringe, der ist wertvoll. Und um genau so eine Lernerfahrung zu schaffen, haben wir das Lernformat Friday entwickelt. Der Friday ist ein 4-stündiger, also 4 Schulstunden langer Zeitraum, wo Kinder und Jugendliche eigene Projekte entlang der 17 Ziele der Vereinten Nationen durchführen. Wir haben ja auch hier die 17 Ziele auf dem Plakat und auch viele Kinder und Jugendliche haben Zukunftsfragen, die man diesen Zielen zuordnen kann. Aber vielleicht haben Sie das auch selbst bemerkt, in der Schule ist ganz oft eben nicht die Zeit, in die Tiefe zu gehen, wenn es darum geht, diese 17 Ziele und die dahinterliegenden Herausforderungen zu bearbeiten und vor allem aktiv zu werden. Unsere Schulen sind sehr, sehr gut darin, Wissen zu vermitteln, aber Wissen ist nur eine von 4 Säulen, die die UNESCO definiert hat. Es geht in der Schule darum, lernen, Wissen zu erwerben. Es geht aber auch darum, lernen zu handeln, lernen zu sein und lernen zusammenzuleben. Und die letzten 3 der genannten Säulen sind tatsächlich oft unterentwickelt. Aber mit einem Lernformat wie dem Friday können Kinder und Jugendliche lernen, zusammenzuleben, denn sie arbeiten gemeinsam in Teams jahrgangsübergreifend, Ältere mit Jüngeren zusammen und vielleicht langfristig auch zwischen verschiedenen Schulformen, weil man sich eben für ein Thema interessiert, auf ein gemeinsames Thema einigt und sieht, okay, gemeinsam können wir stark sein. Es geht auch darum, aktiv zu werden, zu handeln und zu sehen, okay, ich habe hier ein Thema, was mich besonders interessiert und für das ich besonders stark brenne und für das kann ich mich einsetzen. Da kann ich aktiv werden und kleine Dinge bewegen. Und eine Geschichte aus einer Schule, die ich gerne erzähle, ist aus einer Grundschule in Niedersachsen. Und dort war den Kindern aufgefallen, dass ganz, ganz viele Eltern ihre Kinder zur Schule fahren mit einem Auto. Jetzt ist das eine Dorfschule und dann muss man sich vorstellen, da will man reinfahren, da muss man im Kreisel fahren und wieder rausfahren. Das Problem war, es sind so viele Leute mit ihren Kindern zur Schule gefahren, da kam der Bus nicht mehr richtig durch. Und das hat einige Kinder richtig genervt und die haben gesagt, da müssen wir jetzt was tun, das geht doch so nicht weiter. Und dann haben sie sich überlegt, okay, wir machen eine Zu-Fuß-Geh-Woche. Sie haben alle Kinder im Dorf eingesammelt, sind gemeinsam zu Fuß gegangen, der Autoverkehr war reduziert. Das hat die Woche über gut funktioniert. 2 Tage später, nachdem die Woche vorbei war, kamen die Elterntaxis wieder. Dann haben sie gesagt, okay, dann müssen wir wahrscheinlich ein Schild bauen. Sind zu einer Schreinerei im Dorf gegangen, haben ein Schild gebastelt, wo drauf steht, hier keine Durchfahrt für Eltern, haben mit dem Bürgermeister besprochen, das Schild aufzustellen, haben es aufgestellt, hat erstmal gewirkt und dann kamen die Elterntaxis wieder. Dann haben sie sich überlegt, okay, wir müssen das noch größer machen, haben bei der Presse angerufen und gesagt, können Sie bitte über uns berichten. Dann haben die Kinder in der Lokalzeitung einen Artikel bekommen,
wo drauf steht, Eltern dürfen nicht mehr durchfahren. Und dann ist die Gemeinde auch noch aktiv geworden und hat gesagt, okay, wir bauen jetzt eine Verengung vor die Schule, sodass da nicht mehr so viele Autos gleichzeitig durchfahren können. Alles Dinge, die die Kinder angestoßen haben und wo sie gemerkt haben, hier sind Erwachsene, die mir auf Augenhöhe begegnen und die ernst nehmen, was ich als junger Mensch was mich betrifft und wo ich was verändern möchte. Und das ist Respekt, weil sie merken, da sind Erwachsene, die mich für voll nehmen, die mich ernst nehmen. Und wenn das die Erwachsenen können, dann kann ich mich auch selbst ernst nehmen. Ja, klar. Vielen Dank. Vielen Dank, Tobias. Je vois que Farid, tu prends des notes pour rebondir tout à l'heure. Das erinnert mich, das, was Sie vorhin gesagt haben. Okay, das, was Sie vorhin gesagt haben, erinnert mich an ein Zitat, an eine Weisheit, die ich irgendwo gelesen habe über den Menschen, und da steht Folgendes, ich habe es noch schnell gesucht, wie Sie gesprochen haben: Betrachte den Menschen als ein Bergwerk reich an Edelsteinen von unschätzbarem Wert. Nur die Erziehung kann bewirken, dass es seine Schätze enthüllt. Und das ist die Betrachtungsweise des Menschen, auf die es jetzt ankommt. Unser heutiges Erziehungssystem basiert auf das Bild des Menschen oder des Kindes, das leer ist. So ein Topf, leer. Und dieses leere, wie nennt man das, dieses Gefäß muss dann voll mit Informationen gefüllt werden. Deswegen sehen wir, und das hat selbst auch sehr schön vorhin erklärt, sind wir bestrebt, und die Lehrer auch sind bestrebt, dieses Wissen, was sie haben, auf die Kinder zu übertragen. In der Hoffnung, dass sie das dann aufnehmen und irgendwie dann das Wissen wiedergeben. Aber das basiert auf dieses Bild, dass das Kind nichts hat, nichts ist, leer ist. Was Sie aber vorhin sagen, ist, nein, der Mensch ist voll von Edelsteinen. Nur die Erziehung muss dazu helfen, dass diese Edelsteine rauskommen. Und das hat auch mit Respekt was zu tun. Wenn ich den Menschen so betrachte, dann fühlt dieser Mensch sich ernst genommen, respektiert, positiv angesprochen und kann das auch wieder zurückgeben. Danke. Notre prochain intervenant pour ce soir, c'est Mathis Godefroy. Mathis, tu as étudié l'histoire à l'université de la Sarre. Tu es maintenant président du Jugendrat, c'est le conseil luxembourgeois de la jeunesse. Et tu es le plus jeune président dans cette situation-là, donc c'est assez remarquable. Le Jugendrat, c'est la représentation officielle de la jeunesse organisée au Luxembourg. Je pense que l'association représente 80 000 jeunes dans différents domaines. Et outre cette représentation officielle des jeunes, tu es particulièrement sensible, et le Conseil évidemment, à la promotion de l'éducation politique des jeunes. Et ce soir évidemment, eh bien, on souhaite avoir plusieurs angles sur cette question d'éducation et l'approche de la question de la citoyenneté, l'éducation politique pas au sens des partis mais bien au sens de l'implication dans la vie de la société, c'est une des tâches essentielles du Conseil. La parole est à toi. Merci Jean-Philippe, bonsoir. Je vais aussi faire ma présentation en allemand parce que, comme tu as dit Jean-Philippe, je fais mes études à Saarbrück maintenant pendant déjà 4 ans, alors je suis plus habitué à parler l'allemand. Ja, also ich bin Mathis Godefroy, Präsident des Luxemburgischen Jugendrates, der offiziellen Vertretung der organisierten Jugend in Luxemburg. Und wir haben eine große Arbeit, ist es, die luxemburgische Jugend
bei politischen Entscheidern auf nationalen und internationalen Niveau zu vertreten und aber unser tägliches Brot, für das wir auch natürlich Geld bekommen, ist die politische Bildung, also die nonformale Bildung, das heißt alles, was außerhalb der Schule passiert. Wie schaffen wir das, Jugendliche dann auch politisch zu bilden? Ja, wir versuchen halt Aktivitäten zu planen, nicht nur außerhalb der Schule, aber auch die Politik in die Schule zu bekommen. Da haben wir ein neues Programm entwickelt, das heißt die Roadshow. Das können Sie sich ein bisschen vorstellen wie ein Zirkus, der durch das Land geht und dann in die Schule geht mit verschiedenen Politikern, von den verschiedensten Farben, verschiedensten Parteien und um dann mit den Jugendlichen über Politik zu diskutieren. Weil die Jugendlichen fühlen sich nicht nur nicht vertreten, weil sie nicht wählen dürfen, sie haben auch das Gefühl, dass nur weil sie etwas jünger sind, dass sie dann in dem ganzen politischen Geschehen ausgeschlossen werden. Wir haben es heute gesehen, der Direktor des LCDs hat es ja auch gesagt, heute waren 2500 Jugendliche auf der Straße. Das ist die einzigste Möglichkeit in unserer Demokratie, um sich wirklich auch zu manifestieren, um politisch zu agieren. Und wir wollen, weil wir wissen, dass die Jugendlichen sich trotzdem für die Politik interessieren, das ist nämlich eine falsche Einschätzung, dass bei Jugendlichen eine politische Verdrossenheit besteht, dass Jugendliche sich nicht auch schon für die Renten interessieren, dass es nur jugendspezifische Themen gibt. Und da ist es eben wichtig, dass wir diese politische Bildung auch dann vorantreiben. Dann haben wir auch eben ein Jugendkonvent, was wir jedes Jahr organisieren, dieses Jahr dann auch am 26. November, wo im ganzen Land die Schulen vom Minister frei bekommen, um an dem Tag teilzunehmen. An dem Tag, das ist eine große Herausforderung auch für Jugendliche, weil sie müssen dann in die Stadt ins Parlament gehen. Mit anderen Jugendlichen arbeiten sie in einem Workshop an einem Thema, müssen dann eine Position ausfertigen. Das heißt, sie lernen mit anderen Jugendlichen und Experten zu kommunizieren und müssen dann diese Position vor den Abgeordneten, vor Ministern und vor dem Fernsehen, weil es wird live auf Chambre TV dann gezeigt, müssen das dann vortragen. Das ist eine große Herausforderung, aber auch natürlich eine Möglichkeit, damit sich die Jugendlichen entfalten können und ihre Bedürfnisse dann besser Ausdruck zu verleihen. Wenn wir eben von dieser ganzheitlichen Bildung reden, ist es halt wichtig, dass man die Interessen, die man neben der Schule, die man nach 4 Uhr dann hat, dass man die auch in den schulischen Kader mit integrieren kann. Und etwas, was man dann nach der Schule auch macht, ist manchmal Zeitungen zu lesen oder sich zu informieren, was dann im Moment politisch los ist. Ich glaube, wir haben jetzt mit den sozialen Medien, werden wir auch bombardiert, was eigentlich in der Politik so läuft. Und es ist für uns wichtig, den Jugendlichen einen Kader zu bieten, dass sie sich bilden können, dass sie ihre Meinung bilden können und dass sie dann auch trotzdem neben der Schule, weil wie auch mein Vorredner bereits gesagt hat, wo man voll bepackt wird mit Informationen, dass man trotzdem auch die Möglichkeit hat, sich politisch dann auch zu äußern. Ein weiteres Projekt, was wir gestartet haben jetzt vor 13 Jahren, das ist mittlerweile schon die 13. Edition, ist das Jugendparlament. Das wird auch vom Jugendrat geführt und begleitet. Im Jugendparlament werden ungefähr jedes Jahr so rund 200 Jugendliche, die motiviert auch in verschiedenen Workshops oder Themenbereiche zu gewissen politischen Thematiken dann arbeiten, und auch da wird dann am Ende der Session, werden dann diese Erträge im Parlament dann auch vorgetragen. Das ist, um Ihnen auch zu zeigen, dass es auch in Luxemburg, dass wir uns bemühen, dass die Jugendliche die ja trotzdem schon ihre Meinung sehr früh bilden können,
weil man muss bedenken, im Jugendparlament sind Jugendliche, die unter 16 Jahre bereits aktiv sind. In dem Alter ist man durchaus fähig, seine eigene Meinung sich zu bilden und die auch auszudrücken. Und wir geben eben diese Plattform, um eben der Jugend da auch die gerechte Stimme dann auch eben zu verleihen. Vielleicht, wenn ich noch kurz Zeit habe, die letzte Aktivität, die wir noch anbieten, die auch sehr interessant ist, auch im Hinblick eben auf das ganze Konzept der holistischen Bildung, ist der Bürgerrallye, den wir jedes Jahr auch organisieren. Das ist auch für Schulen, wo dann Klassen sich melden können, die dann in der Stadt Luxemburg von auch wieder verschiedene Workshops kennenlernen, wo dann verschiedene gesellschaftliche Organisationen daran teilnehmen. Und so versuchen wir eben, indem es die Jugendlichen diese Organisationen kennenlernen, wie zum Beispiel, wir hatten den Kinder- und Jugendtelefon wir hatten auch noch das Museum der Stadt Luxemburg, wenn sie diese gesellschaftlichen Players dann kennenlernen, werden sie auch unserer Meinung dann zu gesellschaftsbewussten Jugendlichen und das versuchen wir dann natürlich dann voranzutreiben. Vielleicht auch noch, um ganz kurz auf die Rede, die Fari vorgelesen hat von Mr. Asselborn. Ich glaube, dass es nicht unbedingt darum geht, Jugendliche zu bilden, um kritische Wesen zu werden. Ich glaube, wir sind alle kritische Wesen, man muss nur auch den Jugendlichen dann die Chance geben, sich dann auch ausdrücken zu können und man muss ihnen auch manchmal die Bühne und die Ebene bieten. Ich habe heute das Glück, dass ich als Jugendlicher heute auf diesem Panel reden kann, aber es gibt dann auch viele Jugendliche, die diese Chance dann nicht haben und da braucht man eben einen Unterstützer, um diese Stimme der Jugend dann zu vertreten und das versuchen wir dann als Jugendrat dann auch zu machen. Vielen Dank. Merci Mathis. Notre dernier intervenant. Jean-Philippe, Oui. Tu me permets juste une question. Oui, peut-être, bien C'est sûr. tellement important ce que notre ami ici vient de dire au sujet des jeunes, de leur donner la place et de leur donner la possibilité, l'opportunité de pouvoir parler et s'exprimer. Ça, c'est aussi un des changements qui doit avoir lieu dans les écoles. Parce que notre système, surtout le système scolaire luxembourgeois, n'encourage pas la parole, n'encourage pas les jeunes à parler. Ils encouragent les jeunes à apprendre et à écrire. C'est plutôt... Et les examens, c'est l'examen écrit est important. Mais ils n'encouragent pas les jeunes à former leur opinion, à parler, à s'exprimer et aussi à développer une approche critique envers les choses, à analyser et puis à s'exprimer devant un groupe. Vous voyez, je constate souvent, ici au Luxembourg surtout, que beaucoup de nos luxembourgeois ont des difficultés de prendre la parole devant un groupe, par exemple. Et ce qui les bloque, c'est la peur. La peur de faire une erreur. La peur de faire une erreur et d'être critiqué. Et c'est pour ça qu'on ne prend pas la parole. Et c'est pour ça que j'ai dans les écoles, il faut qu'ils apprennent à prendre la parole et qu'ils acceptent aussi de faire des erreurs. Que faire des erreurs, ce n'est pas un mal en soi. Mais le système encore punit l'erreur, sanctionne l'erreur. Et il faut passer, vraiment c'est un changement de paradigme-wechsel, comme on dit en allemand. Paradigme-wechsel, c'est un changement de paradigme de développer tout à fait une autre attitude envers l'erreur
d'accepter l'erreur et d'encourager les jeunes à prendre la parole. J'aurais vraiment aimé qu'il y aurait beaucoup plus de jeunes aussi dans cette salle aujourd'hui. Merci Farid. Je pense que en ça, il y a un lien entre ce passage de paradigme de l'enseignement à l'apprentissage, et l'apprentissage se fait pour chacun d'entre nous à partir des erreurs. On a tous appris à marcher, et on a appris à marcher aussi parce qu'on est tombé et parce qu'on a revu notre équilibre, etc. Et c'est vrai pour toutes les matières, tous les sujets qu'on apprend, qu'on développe assurément. Et au niveau des enseignements, au niveau des apprentissages, c'est probablement un chemin qui sera utile aussi de mettre en avant, d'accepter, et pour laisser place à cette erreur et à cette forme d'apprentissage. Notre interlocuteur suivant est Gilbert Prégnot. Il est psychologue, formateur en thérapie familiale. Il est auteur de nombreux livres et articles, administrateur de la Fondation Kanner-Schlas au Luxembourg, et c'est actuellement le président de la commission consultative des droits de l'homme du Grand-Duché de Luxembourg. Ses thèmes privilégiés sont le travail avec les familles non collaborantes, dans des contextes qui peuvent être très difficiles, Gilbert, la maltraitance, la reconstruction familiale. Gilbert, quel est le lien aujourd'hui entre l'éducation holistique, les droits de l'homme? Qu'est-ce que tu voudrais partager avec nous? Tout d'abord, merci pour l'invitation. J'ai une petite équipe au niveau de la commission, et j'avais demandé à un juriste s'il pouvait me préparer un petit papier sur tous les textes qui existent dans la matière, et il m'a fourni un texte de 5 pages, et donc ça suffirait pour remplir toute la soirée. Je suppose qu'au bout d'un quart d'heure, vous seriez endormi et je pourrais continuer à lire tout ça. Je vais me limiter à vous lire une partie de l'article 26 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui dit que toute personne a droit à l'éducation et que l'éducation doit être gratuite. Et puis, c'est très beau ce qui est écrit dans la suite, l'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance, l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités pour le maintien de la paix. Et une troisième partie, c'est de dire que ce sont les parents qui ont par priorité le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants. Je trouve que ce texte est très beau. Je trouve que la notion d'éducation est quand même ambiguë, parce que tantôt on parle d'éducation et on pense à la scolarisation, et c'est très particulier ici au Luxembourg, quand on parle des enfants, n'est-ce pas, quand le ministre de l'Éducation nationale, par exemple, parle de l'éducation, il parle surtout à l'égard des élèves. Et quand il parle des parents, il pense aux parents d'élèves. L'éducation se fait en partie à l'école, qui est aussi un lieu de transmission du savoir. Mais l'éducation se fait aussi dans la famille. Et donc, moi, mon intérêt que j'ai toujours eu, c'est aussi d'insister sur, je dirais, la petite enfance, parce que c'est là où se crée le moule de la personnalité. Et c'est quelque chose pour moi qui est essentiel dans le devenir des humains. Pour moi, l'éducation, et je prolonge un peu ce que je disais par rapport à cet article de la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est la formation à la citoyenneté, c'est-à-dire devenir capable à s'engager dans une société, mais de s'engager de façon active. Ce n'est pas facile, cela a été évoqué à plusieurs reprises, parce que c'est très exigeant. Le cerveau ne se remplit pas avec un entonnoir. Il y a un philosophe français qui a dit « Mieux vaut une tête bien faite qu'une tête bien pleine ». Et donc c'est dans l'échange avec d'autres personnes que se crée la personnalité de l'enfant. J'insiste toujours beaucoup sur le rôle des enseignants.
j'ai fait beaucoup de formations avec les enseignants et au moment où je voyais, ça y est, ça commence à les ennuyer, je leur demandais toujours quel a été l'enseignant qui a été important dans votre vie. Et alors ils trouvaient, c'était ce monsieur-là ou celui-là. Moi j'en ai eu 2, 3 aussi qui ont été très importants pour moi. Mais je me suis aussi rendu compte que les enseignants souvent ne savent pas l'importance qu'ils ont pour leurs élèves. Et je crois qu'il faut faire un grand investissement en la matière. C'est difficile aujourd'hui d'être enseignant, c'est très difficile, très exigeant, parce que les enseignants sont confrontés à des situations très différentes, avec des gosses, des ados qui ont des arrière-fonds qui sont toujours très, très compliqués. Ce qui me frappe à moi, ce sont 2 choses. J'ai encore une pratique de thérapeute. D'une part, c'est le grand besoin des adultes par rapport à la sécurité. C'est quelque chose qui est nié. Nous devons toujours être rassurés, même si nous faisons semblant d'évoluer dans un monde où, si je mets le prix, je pourrais monter jusque sur la pointe de l'Himalaya ou faire un trekking, je ne sais pas où, dans un désert. Mais le besoin en sécurité est quelque chose de très important et ça se joue aussi beaucoup dans les relations. Et l'autre chose que je trouve très difficile, c'est de savoir vivre avec l'incertitude, de ne pas tout savoir. Vivre dans un monde où il y a des choses que je ne comprends pas, où il y a des vides, et d'être capable d'accepter cela. Et là aussi, j'aurais beaucoup de choses à dire par rapport à la crise sanitaire que nous passons, cette incertitude qui a été créée par rapport à ce virus qui n'est pas très malin, mais qui est vraiment très efficace, qui connaît la mondialisation, de quelle façon ça a perturbé notre vie, parce que quelque part, nous ne savions pas trop à quoi s'en tenir. Alors pour moi, l'essentiel, se situe dans la petite enfance. L'arrière-arrière-arrière-grand-père de Fary, c'était Sigmund Freud, vous le savez. Et Sigmund Freud avait dit que quand les enfants naissent, ce sont des prématurés. C'est pas pareil pour tous les animaux. C'est-à-dire qu'un enfant, quand il vient au monde, il a besoin de quelque chose. Ça, c'est pareil pour tous les enfants de toute la planète. Il a besoin d'un lien. Ce n'est pas important si c'est la maman ou si c'est le père ou si c'est les deux, mais un enfant intègre le monde dans lequel il vit à travers un lien qu'il établit avec 1, 2, 3, 4, mais pas plus de personnes. Et c'est à travers ce lien-là qu'il va intégrer le monde dans lequel il vit. Il a avant tout besoin de sécurité, il a besoin de prévisibilité, et si en plus il est aimé, ça fonctionnera mieux. Je crois que dans la Bible, il est écrit « Am Anfang war das Wort », au début il y avait la parole. Moi je dis c'est faux. Au début de la vie, il y a une émotion, parce que c'est à travers l'émotion que l'individu se construit. Alors, Fary en avait déjà touché un mot avant, je voudrais encore une fois prolonger ce qu'il disait. Pour être capable d'aimer une autre personne, il faut d'abord s'aimer soi-même. Ça fait peur quand je dis ça, parce que alors, quand je dis ça à des parents, votre enfant doit apprendre à s'aimer, ils imaginent tout de suite que ça va devenir un tyran. Pas dans cette salle-ci, n'est-ce pas, mais dans d'autres contextes. Il y a des parents qui ont parfois peur de leur enfant, que ces enfants deviennent trop forts, qu'ils deviennent trop exigeants, qu'ils puissent prendre des positions. Il faut aimer un enfant pour qu'il apprenne à s'aimer soi-même. Et c'est pareil pour le respect. Parfois, des parents disent tu dois me respecter. Oui, c'est vrai, mais est-ce que l'enfant a été respecté? Et ça, je trouve que c'est quelque chose d'essentiel. C'est aussi une problématique souvent chez les adultes. Moi, j'aime bien
provoquer comme ça. Et quand je fais des entretiens, je dis parfois aux personnes, qu'est-ce que vous savez bien faire? Et il y en a qui me regardent comme si je leur avais parlé en chinois. Ils ne comprennent même pas la question. Et nous vivons surtout par rapport à la richesse intérieure que nous avons, où nous avons fait des erreurs. Il faut être content de faire des erreurs, il faut accepter cela, ça nous enrichit et c'est quelque chose de très important. Il y a cette belle phrase qui dit que les enfants ont besoin de racines et d'ailes. Oui, mais je rajoute, ils ont avant tout besoin de racines. Et puis les ailes vont se développer. Et aujourd'hui, je trouve que souvent, on attend des enfants qu'ils aient des ailes, alors qu'on n'a pas pris le soin de leur donner des racines. Et pour moi, c'est quelque chose là aussi qui relève, je dirais, oui, de la grammaire de l'humain. C'est quelque chose de tellement fondamental. Et donc, pour conclure, je dirais l'éducation, ce n'est pas seulement l'école avec un cadre institutionnel, une infrastructure avec des enseignants qui sont aussi des humains qu'il faut soutenir aussi dans cette tâche, mais c'est aussi prendre soin de ceux qui arrivent aux petits-enfants dans leur famille. Et il faut soutenir beaucoup plus les familles parce que je trouve qu'aujourd'hui, ça devient de plus en plus difficile d'être un enfant et d'être un adolescent. Naturellement, je ne suis pas toujours d'accord avec lui, mais lui, il est toujours d'accord avec moi. Il y a une chose que je voulais te demander après cette présentation. Est très, très touchant parce que tu as parlé de l'amour qui est en réalité la source de notre vie. Sans amour, nous n'existerons pas. Notre existence dépend de cet amour. Et tu as parlé aussi des émotions. Dans notre système scolaire, il y a l'alphabétisation cognitive qui se passe. Mais les enfants ne sont pas alphabétisés émotionnellement. Il y a encore très peu de place dans les émotions. Et j'aimerais vraiment entendre les enseignants poser des questions, pas seulement sur les connaissances, pour le savoir de l'enfant, mais poser des questions sur leurs sentiments. Commencer un cours en classe en posant la question, comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui? Je vois que tu es triste. Pourquoi est-ce que tu es triste? Je vois que tu rayonnes, tu es joyeux. Qu'est-ce qui te rend joyeux? C'est-à-dire d'essayer d'aider les enfants, tout d'abord, à apprendre à exprimer les émotions, parce que, comme j'ai dit, on est tous des analphabètes dans ce domaine. Et c'est à travers ces émotions qu'ils vont aussi créer ces liens d'amour entre eux et ces liens d'amour avec les enseignants. Alors ça, c'est Farid. Il dit, je voudrais te poser une question. Voilà. Et il donne déjà toute l'explication. Du coup, je me disais, et je voudrais vous dire, ça se passe toujours de cette façon. Parce que Farid est intimement convaincu qu'il est mieux que moi. Je conçois qu'il est plus beau que moi. Mais c'est la seule chose. Alors quand même, je vais rajouter quelque chose, je ne le laisserai pas comme ça. Il faut imaginer que souvent, les enseignants ont été des enfants qui ont bien réussi à l'école, qui sont passés par ce système scolaire, c'est-à-dire que quelque part, ils ont fait un apprentissage aussi, qu'en étant bon élève, on pouvait avancer. Ça, c'est une explication, mais disons que moi, je suis souvent touché par les enseignants. Il fut un moment où je faisais passer des tests aux gosses, ça je ne fais plus de toute façon, mais quand je parlais avec un ou une enseignante et que je lui
disais à la dame, au monsieur, est-ce que vous pourriez m'expliquer un peu ce qui se passe avec, je ne sais pas qui, Kevin ou Tania, ou etc. Elle en savait tellement. Elle était tellement au courant des souffrances de ce gosse, de ce qui allait mal chez ce gosse. Et ça m'impressionnait toujours beaucoup. Et donc là, encore une fois, je voudrais insister sur l'importance du soutien des enseignants, qu'ils aient des possibilités aussi de s'exprimer. Donc, j'ai dans ma famille, j'ai mes 2 filles qui sont toutes les 2 instites, enseignantes, et quand nous parlons de ça, j'entends combien c'est difficile. Et il ne faut pas nier cette réalité. Ce ne sont pas des magiciens. On dit souvent le rôle de l'école n'est pas d'éduquer, on ne peut plus se passer quand même que dans la transmission du savoir, il y a aussi une partie d'éducation. Et quand un enfant apprend à compter, il apprend à relier des choses entre elles. Et donc c'est quelque chose de très cohérent. C'est pour ça que je voudrais aussi que les écoles deviennent des lieux de vie pour les gosses, pour les ados et aussi pour les enseignants, pour qu'ils puissent se retrouver dans ces milieux. Je suis souvent vraiment choqué par la froideur qu'on peut retrouver dans certaines écoles. Je me dis ce ne sont pas des lieux de vie et donc ça doit être quelque chose où il y a un échange et où on a envie d'aller. C'était pas la question à sa réponse, mais j'ai voulu quand même dire quelque chose. Je voulais pas le laisser comme ça. Hein. Si on regarde bien dans nos vies à chacun, qu'est-ce qui nous anime avant toute autre chose, avant même les pensées et nos actes? C'est l'émotion, qu'il s'agisse de la peur, de la joie, de l'enthousiasme, de toute cette panoplie d'émotions, de sentiments qui peuvent nous arriver et nous pousser vers l'action ou l'inaction. Et on peut outiller les enfants à accueillir, comprendre ce qui se passe en eux, avoir une connaissance de soi. Il y a plein de petites choses qui existent de ce côté-là, que ce soit des ateliers qui se font dans les classes, que ce soit des choses qu'ils peuvent apprendre à la fois dans des pratiques, dans des livres, etc. On fait de la méditation, par exemple, pour prendre le temps de cette écoute. Farid, comment est-ce que je vais ce matin ? Qui d'entre nous ce matin s'est réveillé et s'est dit mais bonjour toi, comment vas-tu? Eh bien c'est ce temps-là qui est intéressant d'apprendre aux enfants de cette écoute, de cette météo intérieure, de savoir s'il pleut sur son cœur, si au contraire il y a du soleil, si c'est un arc-en-ciel, et tout ça existe, ça peut être intégré, ça participe à la connaissance de soi, cette compréhension des émotions. Et d'être disponible après à soi-même, aux autres et aux enseignements qu'on va recevoir pendant la journée, aux apprentissages qu'on va pouvoir faire. Notre interlocutrice suivante, c'est Céline Weitman. Céline, tu es une formatrice passionnée de psychopédagogie, des techniques d'apprentissage. Tu as fondé différents projets éducatifs dont le but est de développer principalement le plaisir à apprendre, la curiosité de ces apprentissages et d'enseigner aussi. Tout ça pour un meilleur épanouissement, que ce soit au niveau scolaire ou bien en famille ou même au niveau professionnel des enseignants. Et donc toi, tu as cofondé une société de l'économie sociale et solidaire, une coopérative d'impact sociétal à l'AGI, qui propose, ou dans laquelle tu proposes une approche pluridisciplinaire et bienveillante pour ces apprentissages, en ajoutant une touche humaine, universaliste. Quel est ton propos autour de l'éducation holistique, vivante et consciente aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as, toi, comme angle d'approche? Déjà, j'ai écouté avec présence et attention mes confrères ici. Ça me fait chaud au cœur, puisque parlons des émotions, d'abord. Ça me fait chaud au cœur de voir que on est tous différents et tous dans cette même dynamique d'accompagner les enfants à grandir en conscience d'eux-mêmes, en conscience des autres et en conscience du monde qui les entoure, en connaissance de soi-même et en connaissance des autres aussi. Puisque si on arrive à se comprendre soi, alors on peut comprendre que les autres fonctionnent, comment les autres fonctionnent, et on peut aussi admettre qu'ils puissent fonctionner différemment.
Alors moi, j'ai choisi de vous parler ce soir parmi les nombreux projets sur lesquels je travaille, d'un projet qui me passionne, qui est l'animation de débats philo pour enfants. Donc je me suis formée à animer du débat philosophique avec les enfants. Alors on se dit, qu'est-ce qu'elle vient faire à 10h du soir avec le débat philo pour enfants ? Donc j'apprends pas aux enfants qui est Descartes ou qui est Schopenhauer ou quels sont les grands courants de philosophie. Mais je vais plutôt dans les groupes d'enfants, dans les écoles, mais pas que, questionner les enfants sur le monde, questionner les enfants sur les grandes questions de la vie. L'objectif étant de leur donner la parole. Alors moi, je suis linguiste de formation, donc j'aime les mots, j'aime parler. Je sais que par la parole, on peut libérer différentes choses. Et d'abord, on peut permettre à l'enfant de se penser comme un être pensant, c'est-à-dire faire de la métacognition. L'enfant prend conscience qu'il a des opinions sur le monde qui l'entoure. Peut-être que ces opinions viennent de ce qu'ont dit papa et maman à la maison, ou papy et mamie, ou de peut-être ce qu'ils ont entendu à la télé ou lu sur le Facebook ou autre réseau social. Et donc, je viens discuter avec eux. Alors, ce n'est pas une discussion de comptoir, c'est une discussion philosophique. Et donc, je les invite à réfléchir à comment on fait pour penser. Je ne leur dis pas quoi penser. Et donc, on débat ensemble autour de différentes questions, par exemple. Donc, ça peut être des questions métaphysiques, des questions éthiques, des questions épistémologiques, c'est-à-dire... est-ce qu'on a le droit de mentir ? Ah ben non, Céline, on n'a pas le droit de mentir. Vous êtes sûr ? Et on va développer ensemble le questionnement pour que les enfants produisent eux-mêmes les questions. Moi, finalement, je facilite, comme tu disais Stéphane tout à l'heure, la parole et le questionnement avec les enfants. Avec les enfants qui pratiquent depuis plusieurs années le débat philo, les enfants arrivent même à lever un doigt dans le cercle de parole pour dire qu'ils vont proposer un exemple, et ils arrivent à lever 2 doigts pour dire qu'ils vont proposer au reste du groupe un argument. Donc ils apprennent à penser, à conceptualiser, à argumenter, à problématiser. Donc il y a là une véritable éducation, vous parlez d'éducation à la citoyenneté, il y a vraiment là, dans le débat philo, une véritable éducation à soi comme être pensant, et une éducation au groupe dans les échanges de paroles, et aussi l'accueil des idées des autres, qui viennent parfois gratter un peu fort mes propres idées. Parfois, je m'amuse à dessiner un 6 par terre, et je demande aux enfants, quel numéro tu vois, toi ? Oh ben moi, je vois un 6, Céline. Et toi, là-bas, qu'est-ce que tu vois comme numéro ? Ah ben moi, je vois un 9. Allez, on tourne, et on se lève, et on fait le tour. Et maintenant, qu'est-ce que tu vois ? Un 9. Et toi ? Un 6. Les enfants comprennent donc qu'il y a une réalité, un monde qui existe là, mais qui passe par le filtre de leur propre perception. Et ça, pour moi, c'est la compétence socio-émotionnelle ou socio-éducative, appelez-la comme vous voulez, fondamentale pour développer le discernement, l'esprit critique, l'attrait à la citoyenneté et à la démocratie, et en faire des citoyens plus conscients, plus altruistes, plus vivants. Finalement, ce n'est pas une question d'aller vers cette éducation peut-être, mais d'aller vers un humain qui soit plus holistique, plus vivant et plus conscient. Donc j'ai beaucoup de plaisir à animer ces ateliers philo, et j'utilise parfois une méthode canadienne pour animer les ateliers qui s'appelle la cueillette de questions. Et à ce moment-là, ce n'est pas moi qui viens avec ma question philo du jour que je propose aux enfants. Par exemple, ça peut être quelle est la différence entre un frère et un ami ? Pour des tout petits, pour les amener sur des concepts de frères et d'amis. Au-delà de ça, je tiens à préciser qu'on développe les compétences linguistiques des enfants. Parce qu'un ami, un copain, un camarade, ce n'est pas la même chose. Il existe 3 mots différents pour définir cette relation. Et donc, si je te présente comme mon ami, ou si je te présente comme mon copain, ou si je te présente comme un camarade, je n'exprime pas la même chose. Donc, dans les mots qu'on utilise, on exprime aussi notre réel, notre réalité.
Et donc les enfants, dans ces ateliers, ils développent aussi leur précision lexicale et leur étendue lexicale. Bon, je ferme cette parenthèse linguistique-là, mais si on voulait parler de compétences scolaires dures, n'est-ce pas? Alors ici, on serait dans l'apprentissage du développement linguistique des enfants, peu importe la langue. Cette cueillette de questions, figurez-vous que quand je dis aux enfants, aujourd'hui, ce n'est pas moi qui vous propose la question philo. Aujourd'hui, donc c'est des questions en général autour du savoir-être, ou du vivre ensemble. Aujourd'hui, les enfants, c'est vous qui allez choisir la question qu'on va voter démocratiquement. Donc je leur mets peut-être 1 ou 2 concepts philo au tableau et je leur dis, vous allez émettre la question. Et les questions, elles peuvent commencer par à quoi ça sert? Est-ce qu'on peut? Ils connaissent au fur et à mesure, évidemment, les actes de pensée. Eh bien, figurez-vous que c'est toujours des questions métaphysiques qui sortent. Et je me suis retrouvée à 8h30 un mardi matin dans une classe de P4 avec des enfants qui m'ont sorti comme question philo qu'ils ont votée, sur laquelle ils voulaient débattre. À quoi ça sert de vivre si on doit mourir? L'enseignante, elle était scotchée parce qu'à 8h30 un mardi matin, eh ben, c'est les questions de la vie que les enfants se posent. Alors je ne dis pas que les enfants parlent de mort et de maladie et de choses comme ça, mais les enfants, comme vous disiez, sont rattachés, ce ne sont pas des petits êtres comme ça en suspension, ils sont dans une systémie, ils sont rattachés à des grands-parents, des amis, des copains, ils entendent dans les médias tous ces bateaux qui s'échouent en Méditerranée, tout ça ils le prennent de plein fouet. Et donc ces ateliers philo, ils permettent d'une part de donner cette parole aux enfants, ou plutôt de leur donner cette possibilité de questionnement libre, et aussi de tenter d'y répondre ensemble. Et parfois, ils sortent de l'atelier philo avec plus de questions qu'ils ont eu de réponses. Et c'est très bien comme ça. Évidemment, ces ateliers ne sont pas faits pour être évalués. Et c'est vrai que quand on va dans les écoles pour faire les ateliers-là, eh ben, parfois, il y a, comment je peux dire, ce petit spectre de l'évaluation. Oui, mais du coup, comment on va évaluer s'il a bien développé son esprit critique, etc., etc. Donc on explique aux enfants qu'il n'y a pas de bonne réponse à l'atelier philo, puisque la philosophie, c'est la recherche de la sagesse. Et donc le premier atelier, c'est toujours qu'est-ce que ça veut dire être sage? Et les enfants ont beaucoup d'idées aussi là-dessus, parce qu'on leur dit souvent « sois sage » aujourd'hui. Plus largement et de manière plus globale, pour moi, il est fondamental, évidemment, de développer les compétences émotionnelles des enfants. Jean-Philippe, tu parlais de cet article de l'OCDE qui est sorti aujourd'hui. Des enfants qui arrivent à pouvoir puiser dans leur force de curiosité, dans leur force d'aventure, parce qu'apprendre, c'est une aventure, il faut prendre le risque de l'apprentissage. Et parfois, on a peur de se tromper, comme vous disiez. Alors, je pose toujours la question aux enfants. Est-ce que c'est un risque ou est-ce que c'est un danger? Est-ce que là, tu te sens en danger ou est-ce que c'est plutôt un risque? Parce que c'est comme d'aller faire du parachute. On a tous peur d'aller sauter du parachute, n'est-ce pas, de l'avion. Si tu as un bon parachute, un moniteur assez sympa, tu vas sauter. Si en revanche tu montes dans un avion où il manque une aile, où le moteur commence à prendre feu et que ton parachute est troué, évidemment, tu te sens en situation de danger et tu ne sauteras pas. Donc l'éducation, c'est aussi pouvoir permettre à l'enfant de s'ouvrir et de grandir dans ce discernement et dans cette humanité, mais nous accompagnant, quels qu'on soit, les parents, les éducateurs, j'ai parlé avec des éducateurs tout à l'heure, les profs, les psychologues scolaires, etc. Je pense qu'on a ce devoir envers les enfants de leur proposer un cadre sécurisé et sécurisant pour les apprentissages, et pas uniquement de sécurité matérielle, mais un cadre de sécurité émotionnelle. Tu as le droit de te tromper, et apprendre, c'est juste essai, erreur et ajustement. Tout à l'heure, Tobias disait que ça lui a pris combien d'années? Wie lange hast du... Je continue en français, de toute façon il y a une traduction simultanée. Wie lange hast du gebraucht, festzustellen in der Schule, wozu du überhaupt das alles... Das habe ich in der Schule ja nicht gelernt.
Das hast du nicht gelernt. Wozu das alles? Was ist der Sinn überhaupt des Ganzen? Und zwar, weil du in dieser ganzen Schulzeit nicht gelernt hast, das, was sie uns hier sagen, zu denken. Und ich finde das wunderbar, dieses Projekt, was Celine uns jetzt vorgestellt hat. Und ich wünsche mir, dass das überall in unseren Schulen wiederum, in unseren Schulen reinkommt, weil Kinder lernen zu denken, ihre eigene Meinung zu bilden und dadurch auch, und zwar dann haben wir nachher auch diese Jugendlichen, die dann auch ihre Meinung äußern. Um etwas sagen zu können, muss ich zuerst auch wissen, was ich sagen will. Das heißt, ich muss mir diese Meinung bilden. Und das geschieht nur in dieser Arbeit mit den Kindern, dass man ihnen immer diese Fragen stellt, dass sie sich Gedanken machen über das Leben, über ihr Leben, über Sinn des Lebens. Auch diese Frage des Sinn des Lebens ist eine Frage, was viele Kinder beschäftigt, aber sie werden nie darauf angesprochen. Schon im Kleinkindalter stellen schon Kinder diese Fragen. Ich meine, der Gilbert kann das hier bestätigen. Schon mit 4 Jahren fangen Kinder an, Fragen zu stellen über den Sinn des Lebens, über den Tod, über das Leben. Und wir Erwachsene, wir haben Schwierigkeiten, dann solche Gespräche mit ihnen weiter fortzusetzen. Wir blockieren sie. Oder wir sagen ihnen, du bist noch zu klein, warte, du weißt noch nicht sehr viel. Alors vous avez aussi la parole. Je peux faire circuler un des deux micros parce que je dirais, sûrement l'éducation c'est pas juste une question de praticien, d'expert. On a tous un avis et il est certain que la solution de cette éducation holistique vivante, consciente, elle passe par plusieurs d'entre nous, par la fusion de plusieurs approches. Donc sentez-vous libre d'interpeller les personnes. Merci. Déjà merci pour toutes ces interventions. Moi j'avais une question sur non pas le rôle de l'enseignant ou de l'enseignante, mais la perception que la société a, enfin les attentes qu'on a sur ce rôle-là. Bon, j'ai suivi mes années scolaires il y a un peu plus de 30 ans, mais à l'époque, on considérait l'enseignant presque comme parole d'évangile, c'était presque une religion, donc le prof... et d'ailleurs, c'est extraordinaire ce que vous faites à Mondorf, je trouve, mais de ce que je perçois moi ici, que ce soit au Luxembourg ou dans le reste du monde, c'est qu'il y a encore ce statut, cette attente du professeur comme étant presque le sachant, la parole d'évangile. Comment est-ce que vous voyez cette évolution? Comment faire pour faire évoluer les pensées j'allais dire le commun des parents sur le fait que le prof, son statut doit changer? C'est un métier très difficile, mais comment faire changer ce monde et faire évoluer le regard qu'on porte sur ce rôle d'enseignant et d'enseignante? Merci. C'est pour tout le monde. En fait, ce qui est très amusant, c'est que il y a 5-6 ans, j'étais encore dans un groupe d'éthique et on a fait une recherche sur comment changer les mentalités. Et c'était dans le monde du soin, mais on l'a extrapolé dans le monde de l'éducation. En fait, c'est pas possible. La réponse n'est pas possible. En fait, la seule chose qu'on peut faire, c'est de faire de l'éducation par l'exemple et donner le bon exemple. C'est comme une démocratie, ça s'apprend, mais ça se vit surtout. Et nous autres, on a trouvé peut-être une piste. C'est une alternative, c'est une piste où on travaille autant les compétences transversales, donc le socio-émotionnel, tout ce qui est compétences transversales, et ça compte pour la moitié de l'évaluation. Et on a créé ce portfolio des compétences transversales où on parle des émotions,
de l'élève. Pour nous, un apprenant de 6 ans, c'est pas une page vierge, du tout, il a une vie de 6 ans derrière lui, ce qui est déjà pas mal et appréciable. Et donc c'est pas à nous de dire avec notre grande prétention, on va te remplir la tête de bonnes choses. Les choses qu'on transmet ou qu'on a transmises, bon, j'ai aussi un âge certain, c'était pas toujours comique ni génial. Hein. C'était d'ailleurs au lycée, je me suis vraiment beaucoup ennuyé et la vie a commencé après. Donc c'est ça que je veux dire aussi. D'un autre côté, on veut faire autre chose et surtout travailler ce respect et cette intelligence émotionnelle chez nos jeunes. Je pense aussi qu'il y a un travail à faire autour de la posture de l'enseignant avec les enseignants, parce qu'ils sont aussi ils sentent ce changement, hein, parce que dans Challenge, il y a Change. Donc ils changent ce changement de paradigme et de posture qu'ils doivent opérer. C'est assez inconfortable pour eux parfois parce qu'il n'y a pas de repère. On attend quelque chose d'eux, la société, l'école, les parents, etc. Donc il y a cette pression-là. Et donc il y a, avec beaucoup de tendresse, un grand accompagnement à faire avec eux autour de leur posture. Quand on leur demande comment ils souhaitent leur ambiance de classe, ils la souhaitent bienveillante, ils la souhaitent accueillante, ils la souhaitent sécurisante pour les enfants. Et ça va évidemment devoir impliquer, comme tu disais, une pédagogie autre. Et il y a un glissement à faire parfois. Et c'est beaucoup de travail que d'investir dans ce glissement, parce que c'est autant les supports qu'ils donnent aux enfants que leur propre posture. Et le changement de soi-même, que ce soit son soi professionnel ou son soi privé, ça demande quand même un recablage ou un repositionnement. Donc je pense qu'il faut accompagner les enfants à ce changement d'école, mais les enseignants aussi au niveau de leur projet de sens, en fait. Vor knapp einem Jahr habe ich eine Vorlesung gehalten als Gastdozent in einer Universität für Erstsemester Lehramtsstudierende. Und in dieser Vorlesung habe ich gefragt, wie stellt ihr euch eigentlich die ideale Schule vor? Und die Antwort der meisten Studierenden war, ja, dann sind die Kinder alle ruhig und wir können konzentriert arbeiten und wir haben vielleicht ein grünes Klassenzimmer und können mal rausgehen und auch ja, unter freiem Himmel Unterricht machen. Und das war so ein bisschen das Extrem, was sich die Studierenden vorstellen konnten. Was wir gemerkt haben in unserer Arbeit ist, dass ganz vielen Menschen Bilder fehlen, wie Schule auch sein kann. Dass man auch überhaupt den eigenen Horizont erweitert, dass Lehrersein nicht bedeutet, ich muss vorne vor der Klasse stehen und Inhalte weitergeben, sondern es kann auch bedeuten, ich kann Menschen in ihrem Prozess begleiten. Und es gibt Schulen, die machen das schon. Und zwar nicht seit gestern, sondern schon seit einem Jahr, seit 2 Jahren, seit 3 Jahren. Diese Bilder sind für viele Lehrerinnen und Lehrer extrem wichtig, um überhaupt über ihre eigene Haltung nachdenken zu können. Und auch zu überlegen, wie kann das sonst sein? Und das Zweite, was ganz wichtig ist, und das ist auch etwas, was wir jetzt in unserer Arbeit merken, ganz oft wird nach oben geguckt. Wir sind in einem hierarchischen Bildungssystem, da wird gefragt, ist das in Ordnung? Und zwar immer einen Schritt nach oben, also Lehrer zu Schulleitung, Schulleitung zu Schulaufsicht, Schulaufsicht zu Ministerium. Und das ist okay, das ist ganz wichtig. Es geht nämlich hier, Sicherheit ist ein Bedürfnis von Menschen und zu sagen, nein, es ist nicht okay, dass ihr euch unsicher fühlt, ihr dürft das nicht haben, sondern ihr müsst euch jetzt doch mal, das ist doch nicht so schwer, das geht halt nicht. Wir müssen sagen, es ist okay, dass du dich jetzt unsicher fühlst. Aber lass uns gemeinsam schauen, wie wir dir die Sicherheit geben können, um in diesem Prozess des Wandels deine Sicherheit zu finden. Und wir haben mit dem Friday ein Format geschaffen, was Lehrerinnen und Lehrer in einem gewissen Rahmen in diese Unsicherheit rein
bringt, um über ihre neue Rolle nachzudenken, um eine Person zu sein, die den Prozess begleitet und nicht mehr den Inhalt, nicht mehr die Expertin ist. Denn die Experten an einem Friday kommen von außen. Die sollen in der Regel nicht aus der Schule kommen. Und das hilft, wenn es so ganz, ganz konkret ist, zu sagen, ja, wir kommen weg von Inhalte vermitteln hin zu Prozesse begleiten und eine neue Haltung zu entwickeln. Und ich würde auch widersprechen und sagen, ja, es ist möglich, auch wenn ich 20 Jahre schon diesen Beruf gemacht habe. Und vielleicht ist es nicht ganz einfach, aber wenn ich eine Peer Group habe, die mich dabei unterstützt und ich auch mit mir selber nachsichtig bin und darüber lachen kann, dass ich vielleicht mal wieder zum Lehrer geworden bin, dann ist das in Ordnung. Wenn ich auch noch ganz kurz darauf antworten kann, ich glaube, es ist auch, wie du auch gesagt hast, es gibt eine ganz klare Hierarchie und ganz klare Regeln in der Schule, die man hat. Man muss so viele Klausuren, Prüfungen schreiben, man hat danach eben ein Abi, was man ablegen muss. Und ich glaube, es ist auch so, dass bei den jeweiligen Dozenten, bei den Lehrern, gewisse Sachen dürfen sie nicht sagen. Ihre eigene persönliche Meinung dürfen sie nicht immer den Jugendlichen beibringen, ihnen davon erzählen. Sie haben das Recht nicht. Sie dürfen auch manchmal ihre politischen Überzeugungen nicht kundmachen, weil eben das Schulsystem dann auch die Angst hat, dass eben der Lehrer, der eine Respektperson ist, dann über dem Schüler steht und den dann manipulieren könnte. Das ist, glaube ich, auch vielleicht ein Problem, dass dann Schüler ihre Lehrer als keine richtigen Menschen dann sehen, sondern als ein neutrales Wesen, was sehr distanziert ist, genau, was neutral ist. Und ein neutraler Mensch existiert nicht. Und ich glaube, das ist auch vielleicht ein Problem, dass da eine falsche Wahrnehmung ist, die auch wegen den Regeln so entsteht oder besteht. Und vielleicht müsste man das auch ändern, um zu sehen, der Lehrer ist auch Mensch und der Lehrer hat auch gewisse Klausuren nicht geschafft. Und der Lehrer hat auch bei seinem Abi ein paar Probleme gehabt. Und bei seinem Studium hat er auch manchmal mit Pythagoras oder so seine Probleme gehabt. Und ich glaube, wenn man da das sensibilisiert, dann sieht man wahrscheinlich den Lehrer auch in einem ganz anderen Licht. Bonsoir, merci beaucoup pour toutes vos interventions. Moi, je suis curieuse de savoir comment chacun de vous répond à la question de l'intégration de l'éducation des jeunes au sein de la communauté et comment l'éducation est appropriée, pas simplement par les parents en tant que parents, par les professeurs en tant que professeurs ou par les institutions en tant qu'institutions, mais par tous, comment ils s'approprient l'éducation des jeunes en permettant que cette éducation soit utilisée dans la vie des enfants, des jeunes et des adultes. Donc voilà, je pensais particulièrement à l'école de Mondorf-les-Bains en tant qu'institution. Vous avez dit que votre école était ouverte aux communes et j'étais curieuse justement sur comment permettre que les enfants et les jeunes prennent part à la vie politique de la société d'une façon concrète et que souvent, voilà, que ce soit à l'université, à l'école ou dans leur enfance, on traverse plusieurs bulles de vie dans notre journée. Mais finalement, est-ce que les jeunes et les enfants utilisent leur éducation pour occuper l'espace social, l'espace politique de la vie de leur société? Donc voilà, comment dans les programmes éducatifs dont vous avez tous parlé, quelle approche ou quelle méthode vous avez pu trouver pour permettre de faire ce pont en fait, et que la théorie soit appliquée de façon concrète dans le quotidien? Merci. On a instauré le système d'assemblée de classe. Donc chaque vendredi au secondaire, il parle des problèmes de la semaine et aussi de thèmes politiques, la question sociopolitique. Et on intègre ça aussi dans les programmes.
Ensuite, la seconde instance, c'est le Parlement scolaire. Et là, on fait vraiment de la politique à la Mondorf. Et donc, on s'ouvre, on a été voir avec eux la commune, donc la mairie, où le maire à Stifrek, elle a expliqué ce qu'est la politique communale. Une fois arrivé en S5, on ira au Parlement luxembourgeois pour leur apprendre, pour qu'ils aient aussi un contact avec les politiques. Et on ira voir en fin de parcours le Parlement européen. Ça, c'est au programme chez nous. Ensuite, pour les petits, Céline, avec ses ateliers, vient chez nous aussi. Et ce sont aussi des questions parfois politiques. Et c'est marrant parce qu'on a les petits bouts de chou de 6-7 ans, et ils se posent des questions, tiens, qu'est-ce qui se passe après la vie? Elles sont vraiment des grandes questions sociales. Ensuite, évidemment que l'école en soi est une instance de socialisation. Et ce qui m'étonne, c'est qu'on n'en a pas encore parlé, de la socialisation en général, qui est un grand thème pour justement aller vers une école plus démocratique et plus juste. Si on ne se pose pas le fait, c'est de se poser les bonnes questions, et c'est pas d'y répondre, mais c'est de se poser les bonnes questions. Et donc, nous, on a trouvé ce chemin-là. C'est peut-être pas le meilleur. Je veux pas dire que nous, on fait tout mieux que les autres. Pas du tout. C'est une autre alternative, c'est une autre possibilité. Il y a beaucoup d'écoles, il y a la majorité des écoles qui marchent super bien et qui donnent une excellente éducation, une excellente formation aux jeunes. Mein erster Impuls auf die Frage war, die Annahme, die dahinter steht, ist, dass Kinder bestimmte Sachen nicht automatisch wissen und dass sie bestimmte Dinge lernen müssen, um überhaupt gesellschaftlich teilhabefähig zu sein. Ich glaube, jeder junge Mensch und auch jedes Kind hat ein gutes Verständnis davon, was es braucht, um aktiv an der Gesellschaft teilhaben zu können, um sich einzubringen. Ich gebe ein Beispiel, auch aus einer Grundschule, 4. Klasse. Die Kinder haben seit 5 Wochen einen Friday, also jede Woche Zeit, sich mit gesellschaftlichen Themen auseinanderzusetzen und zu überlegen, was kann ich tun. Einem Mädchen war aufgefallen, dass sie auf ihrem Schulweg ganz viel Müll liegen hat, aber in ihrer Gemeinde gibt es keinen einzigen Mülleimer auf diesem Weg. Und ihre Idee war, okay, wir müssen was gegen dieses Müllproblem tun, das ist was die persönlich betrifft. Aber wie kriege ich jetzt so Mülleimer in die Gemeinde? Und dann haben die in der Klasse darüber gesprochen und dann war klar, okay, der Chef vom Dorf ist ja der Bürgermeister, der müsste das ja wissen. Dann war der Bürgermeister zufälligerweise in der Schule und die Gruppe von Kindern hat dann dem Bürgermeister gesagt, ja, wir wollen gerne Mülleimer aufstellen in unserer Gemeinde. Und dann hat der Bürgermeister gesagt, ja super, das war auch der ist so um die 60, der war total begeistert, dass da Kinder kommen und sagen, ja, wir haben eine Idee, wollen wir machen. Und hat gesagt, ja, kommt doch zur Gemeinderatssitzung vorbei. Und dann haben die Viertklässler gemeinsam einen Antrag für die Gemeinderatssitzung geschrieben. Sind an einem Montagabend um 19:30 Uhr mit ihren Eltern zur Gemeinderatssitzung gegangen und haben diesen Antrag vorgebracht, dass doch bitte genügend Mülleimer in dem ganzen Dorf verteilt werden. Das ist politische Teilhabe und die kann ganz, ganz früh passieren und da brauchen wir die Kinder nicht ordentlich darauf vorbereiten, weil sie bestimmte Dinge nicht wissen. Sie wissen, wenn sie einen Antrag schreiben müssen, dann muss ich da gucken, dass die Rechtschreibung stimmt. Da kann ich mir das nicht erlauben, dass da irgendwelche Kommafehler sind oder dass ein Wort falsch geschrieben ist. Und dann gucke ich auch lieber 3-mal über diesen Text drüber, aber weil es für mich eine Bedeutsamkeit hat. Und ich glaube, das ist etwas, was
wir Kindern geben müssen. Wir müssen ihnen den Freiraum geben, zu experimentieren und herauszufinden, was ist der Beitrag, den ich leisten kann, und sie auch dabei möglicherweise mal gegen eine Wand rennen lassen, weil sie dann auch wieder aufstehen können. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig in unserer heutigen Zeit. Es gibt nicht mehr eine richtige Antwort. Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten da draußen, wie man die Welt angehen kann. Und wenn ich herausfinde, dass der Weg, den ich gerade gelaufen bin, die letzten 2 Monate nicht der richtige ist, dann muss ich vielleicht abbiegen. Und das lerne ich aber nur, wenn ich das lernen wir inklusiv nur als Gesellschaft, wenn ich in der Schule die Möglichkeit das habe, unabhängig davon, ob mein Elternhaus mich da unterstützt, unabhängig davon, ob ich auf einer Privatschule bin oder so. Da braucht jedes Kind die Möglichkeit, solche Erfahrungen machen zu können. Ich würde dann auch noch mal gerne kurz darauf antworten, weil es ist eine sehr pertinente Frage, die Sie gestellt haben. Deshalb wollte ich auch nicht als erste Person antworten, um mir genug Zeit zu lassen, um zu überlegen. Ich glaube, es gibt wahrscheinlich keine perfekten Pläne, die bereits existieren, um da eine vollkommene Inklusion zu haben. Wenn man auch jetzt den Bereich der Jugend sich anschaut, es gibt nicht eine Jugend, diesen Begriff existiert nicht, die Jugend ist divers. Und was wir in unseren Aktivitäten immer anbieten, ist kein Auszuschließen. Keine Aktivitäten speziell vielleicht für Jugendliche mit Migrationshintergrund oder Geflüchteten anzubieten, sondern diesen Teil der Jugend mit den anderen gemeinsam an etwas teilhaben zu lassen. Das heißt aber natürlich auch, dass man Übersetzer braucht, mehrere Übersetzer, das sind natürlich Kostenpunkte, aber das ist sehr, sehr wichtig, weil oftmals wird diese Jugend vergessen, weil man auch sich die Frage stellt, sind die überhaupt dann an unserem System hier in Luxemburg interessiert, an unserem politischen System? Und ich kann Sie alle beruhigen, ja, sind sie sind sehr interessiert und es ist sehr wichtig, ihnen die Chance zu geben, mitzumachen. Und da muss man sie einfach mit den anderen Jugendlichen einfach hinzufügen und dann die gewissen Rahmenbedingungen etwas anpassen. Und ich glaube, dass es besser ist, da jeden gemeinsam in einen Raum zu stecken und zu diskutieren, wie wenn man verschiedene rausnimmt und die dann speziell behandelt oder anders behandelt. Ich glaube, das Rezept zum Erfolg ist eher, da jeden gemeinsam teilhaben zu lassen, wie wenn man da spezielle Rahmenbedingungen schafft. Oui, par rapport au fait ce que disait le collègue, il n'y a pas qu'une seule vérité. Il y a un auteur qui a dit une fois que la vérité, c'est l'invention d'un menteur. J'aime beaucoup cette formulation. Apprendre ou vouloir apprendre est un déterminisme génétique. C'est-à-dire que les enfants, quand ils viennent au monde, ont envie d'apprendre. Et ça me semble tellement logique aussi, parce que toute l'humanité n'a pu évoluer que par des apprentissages. Et ça, c'est aussi engravé dans le psychisme des enfants. Un enfant qui a 3, 4 ou 5 ans, qui n'a pas envie d'apprendre, il y a quelque chose qui a foiré. Ce qui m'intéresse beaucoup à moi, c'est de voir le degré d'autonomie des enfants. Quelles sont les libertés que les enfants se permettent? Et ça, c'est quelque chose qui souvent me surprend quand je pose une question à un enfant qui ne sait pas me répondre. Ben, je suis gentil, hein, vous voyez comme je suis. Ben, c'est qu'avec Farid où je ne le suis pas, mais en règle générale, je sais bien formuler. Et les gosses ne savent pas répondre à ce moment-là. Et donc, je me suis dit qu'il y a quelque part aussi un facteur culturel qui joue. Et ça, je crois que ça nous concerne tous. Est-ce que nous nous donnons le droit de dire notre opinion en public, dans la famille, avec des amis? Est-ce qu'on est capable aussi de formuler cela? Et je trouve que nous vivons ici au Luxembourg, encore une fois, ce n'est pas pour nous, c'est tous les autres,
dans une société ce que moi j'appelle très paternaliste. Ça veut dire qu'on est toujours convaincu qu'il y a quelqu'un qui sait les choses que nous devons faire ou que nous devrions faire. Je reviens encore une fois à ça parce que ça m'a tellement touché durant cette crise sanitaire, la situation des personnes âgées dans les institutions, l'isolement, les personnes qui ne sont pas décédées du virus, mais de misère psychologique. Et nous recevions beaucoup d'appels à la commission. Et alors je disais toujours, mais qu'est-ce que vous pouvez faire? Adressez-vous au directeur, vous pouvez même porter plainte, etc. Je crois que personne ne l'a fait. Et donc, quelque part, je crois qu'il y a une reconnaissance d'une vertu que l'obéissance ou l'adaptation, c'est ce qui est important dans la vie. Et donc, si on demande aux enfants d'être actifs, de formuler des questions, de participer, je crois que c'est aussi important que nous, les adultes, nous le fassions et que nous prenions le courage aussi de le faire. Quand je fais des conférences ici à Luxembourg, excepté quand je suis avec Farid, généralement, il n'y a personne qui m'interrompt. On me laisse parler. Je fais des conférences dans d'autres pays, en Allemagne aussi, surtout, en Italie, en France. Au bout de 20 minutes, il y a quelqu'un qui lève la main et qui dit « Je ne suis pas d'accord avec vous ». C'est très inconfortable, vous imaginez, de dire ça, donc je dois réagir. Et il y a une forme, ce que je veux dire, une forme d'adaptation aussi de la part des adultes, à ne rien dire, à rester tranquille et à ne pas s'exprimer. Voilà ce que je voulais dire. Pour répondre juste en une phrase au niveau politique, puisque c'était la question, pour moi, le premier cercle des enfants, c'est leur famille. Donc j'entends le cercle de la société, de la représentation politique, etc. Mais par aussi l'activité du questionnement ouvert et du débat philo, les enfants apprennent à être responsables et co-responsables de leur environnement et donc de leur police, de leur ville. Et leur première ville, c'est aussi leur maison. Et les enfants sont très demandeurs du coup de co-construire les règles de vie. Les règles de vie de la classe ou de l'école, mais également les règles de vie de la maison. Et donc l'impact direct et réel et concret que ça a, c'est beaucoup d'enfants qui deviennent acteurs, comment je peux dire? Oui, acteurs et créateurs d'une partie de leur environnement. Et ça permet aussi de, comment je peux dire, de bousculer aussi un peu le cadre d'éducation des parents qui se remettent en question. Et donc, on est dans une dynamique de changement et d'évolution. Voilà. Je ne suis pas d'accord avec... Je suis pas d'accord avec Gilbert. Mais il a parlé de l'apprentissage, c'est-à-dire que nous sommes nés dans notre nature, chaque enfant veut apprendre. Et nous voulons il y a une curiosité qui fait partie de notre nature. Il y a une autre chose qui fait partie de on peut appeler Alfred Adler, le grand psychologue, il a parlé de le sentiment d'appartenance. Nous voulons appartenir. Et cette question que vous avez soulevée, nous voulons aussi appartenir pas seulement à notre famille, mais aussi à la communauté dans laquelle nous vivons. Et il faut donner la chance aux enfants de pouvoir servir dans cette communauté, pour pouvoir développer, c'est-à-dire développer ce sentiment que j'appartiens à cette communauté. Et quand nous devons nous voir nous-mêmes, quand nous sommes dans cette attitude, dans cet état, c'est-à-dire quand nous avons le sentiment d'avoir servi quelqu'un, ça nous donne une joie. C'est vraiment un sentiment de joie qui est très, très profonde. Nous avons le sentiment d'avoir été utile pour quelque chose. Moi, c'est ce sentiment d'utilité, que nous avons pu faire quelque chose. Et c'est ce type d'activité, ces activités-là, qui doivent encore plus... Je
Je trouve ça formidable ce que vous faites à Mondorf. Et j'espère que cet exemple de Mondorf va aussi... vous pouvez aussi aller visiter un peu les écoles ici au Luxembourg et parler de vos expériences en Allemagne. Je crois que apporter un peu plus cette atmosphère, développer cette atmosphère que nous tous nous appartenons les uns aux autres. Nous formons tous en réalité une famille, une grande famille, et nous avons tous besoin les uns des autres. Les enfants doivent se sentir, comment dire, nützlich, se sentir vraiment, doivent le sentir qu'ils sont là quand on a besoin d'eux. Je vais un peu renforcer ce que tu viens de dire, c'est en fait, il n'y a pas que le sentiment d'appartenance qui compte. Il y a ce présupposé sociologique qui dit que l'être humain, l'individu, est en quête constante de gratification. Et donc, on est en quête de complimentation, de sentiment d'appartenance, de faire du bien, qu'on nous fasse du bien, parce que c'est ça qu'on recherche. Et c'est sur cette base-là que l'intégration de tout à l'heure qu'on a discuté de ça, c'est une des bases de l'intégration des valeurs et aussi de l'inclusion, comme tu as dit tout à l'heure. Bien que intégration et inclusion, moi je vois ça complètement différemment. Ce sont deux choses qu'il faut vraiment séparer, aussi au niveau intellectuel et au niveau sociologique, parce que c'est pas du tout la même chose. Voilà. Alors, je vais commencer par vous remercier d'être là, remercier nos conférenciers de ce soir, chacun avec sa petite touche. Tobias nous a parlé du respect, on a évoqué les points de citoyenneté avec Mathis, l'importance de l'émotion et de la sécurité au travers du propos de Gilbert, l'esprit critique avec Céline, et puis cette scolarité active, participative qui est en œuvre à Mondorf. Je pense que tout ça, c'est important de se dire qu'on l'a fait avec ce même sentiment d'appartenance par rapport à cette question qui nous est posée, et probablement aussi beaucoup d'humilité. Je pense que c'est pas une recette toute faite. Vous avez des experts, des praticiens qui ont offert un message, et ce message probablement c'est de dire c'est pas parfait. On fait des choses, on tente, on essaye avec humilité, mais on essaye et c'est possible. On peut faire bouger les lignes, on peut apporter davantage aux enfants, et probablement que cette éducation au sens large, ou ces apprentissages, la manière dont on les passe, bien évidemment ça change avec le temps, mais finalement nous aussi on est des enfants où la manière dont on assure cette éducation, c'est un petit peu comme un enfant qui grandit. On pratique, on essaie, on améliore, on le fait ensemble, et probablement que le plus important c'est l'intention qu'on met dans l'acte de transmission. C'est peut-être ça qui est à travailler et qui nous ouvre beaucoup de pistes à partir du moment où on juxtapose un peu tous ces savoirs, on les intègre ensemble pour cette éducation qu'on espère toujours plus vivante, plus consciente, plus holistique, finalement. Peut-être encore avant de céder la parole, merci au lycée classique de Diekirch de nous avoir reçus ce soir. Je voudrais faire une petite mention spéciale à Cathy Zago, qui a réuni les orateurs, a initié tout un ensemble de choses pour cette table ronde. Et puis évidemment à la Fondation Follerault qui nous a permis de monter le projet, de vous présenter ces experts ce soir. Peut-être encore un dernier petit mot avant qu'on parte. Also, ich bin David. Ich hatte die Idee für das zu organisieren, den Challenge for a Better World. Auf jeden Fall mal vielen Dank für die Beiträge, sehr interessant. Es hat auch von Anfang an sehr viel getriggert, um es mal in der Jugendsprache auszudrücken. Und man hätte wahrscheinlich hier bis in die Puppen sehr viele Fragen stellen können. Und in dem Moment, wo ich auch das hatte, dachte ich mir, okay, nein, eigentlich, ich kann keinem von euch richtig widersprechen. Also alles, was gesagt worden ist, deshalb sehr vielen Dank. Aber auch Kathi, was Jean-Philippe schon gemeint hat, danke für die Initiative, den Elan
Und noch eine kleine Sache, wenn Sie rausgehen, an den Säulen, da hängen kleine QR-Codes, das ist nur eine kleine Umfrage, damit wir ein kleines Feedback haben über den heutigen Abend. Und wenn wir noch Zeit hätten, kann man ja sich bei einem Glas noch austauschen, wenn es schnell geht, bitte. Vielen Dank. Schönen Abend noch.